Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leur histoire et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un peu spécial de Changer d'air, puisque c'est un épisode qui va parler de sexualité et de couple. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis assez longtemps, puisque dans toutes les choses auxquelles je trouve qu'on n'est pas assez formé, il y a vraiment cette question de comment gérer un couple, comment gérer les tensions dans un couple, comment est-ce qu'on sait si c'est acceptable, qu'on ne le sait pas, Pareil, on n'est pas formé à la sexualité, comment on fait l'amour, est-ce qu'il y a une seule manière, est-ce qu'on est normal, est-ce qu'on n'est pas normal, comment on gère les différences de désir. Et en fait, je trouve que toutes ces questions sont vraiment primordiales pour des relations saines. Et si on veut des couples sains, des enfants sains, c'est vraiment des sujets que je trouve importants d'aborder. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir eu Jane Oberhof, qui est sexologue, sexothérapeute et thérapeute de couple. Avec Jane, on parle de ses conseils qu'elle donne aux couples. On parle d'un gros sujet qui est la gestion des moments un peu moins marrants, des moments de crise et de tension dans un couple. Comment est-ce qu'on sort de périodes de tumulte, comment est-ce qu'on sort en direct d'une embrouille. Elle donne vraiment des clés, des exercices qui pour elle fonctionnent et aident vraiment les couples à sortir. On parle beaucoup de la communication, comment réussir à écouter l'autre, comment réussir à se faire écouter par l'autre sans le vexer. Enfin, sur la partie sexuelle, on parle des mythes et des croyances sur la normalité sexuelle. Jane, en fait, nous explique qu'il n'y a aucune normalité, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de script qui est mieux ou qui est normal. Et enfin, on parle d'un sujet qui la touche beaucoup, puisqu'elle a beaucoup de couples qui viennent la voir pour ça, c'est les différences de libido et de désir. Donc voilà, comment est-ce qu'on gère cette différence, comment est-ce qu'on construit une relation sexuelle qui convient aux deux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aidera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format un peu sur un sujet spécifique. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jane, bienvenue dans Changer d'air. Salut Clément. Merci beaucoup d'être là. On est en plein été en plus, tu as réussi à te libérer un vendredi après-midi. Déjà, je veux dire merci aux gens qui ont posé des questions, parce que j'avais envoyé un petit questionnaire autour de moi en disant voilà, je vais faire un épisode sur le couple, sur la sexualité, et donc j'ai eu pas mal de questions qui ont été posées. Ok. Je m'excuse d'avance pour ceux pour lesquels je poserai pas leurs questions, mais parce qu'en fait il y en avait pas mal. Mais donc voilà, ça va être un chouette épisode. Pour commencer, j'ai envie de te demander comment était la Jane enfant et qu'est-ce qui l'a poussée peut-être vers le soin. Alors, la Jane enfant, elle était complètement insouciante, hyper rêveuse. J'étais dans une bulle de ma vie. J'avais aucune notion de ce qui se passait à l'extérieur. Okay. En fait, je viens d'une famille, mon père est médecin, enfin était parce qu'il est en retraite. Ma mère était infirmière, elle est en retraite aussi. Ouais. Et du coup, j'ai baigné dans ce monde très médical. Et en fait, moi, j'étais tellement dans ma bulle que j'avais aucune notion est-ce qu'il y a d'autres métiers qui existent? Moi, je pensais que c'était médecin ou infirmière. Tout le monde soigne les gens et c'est comme ça. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, j'ai suivi ce truc-là. Okay. Et du coup, je suis devenue infirmière parce que médecin, j'avais pas du tout envie. Trop longues études. J'étais pas hyper bonne à l'école parce que je rêvais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais plutôt m'orienter sur infirmière. Okay. Ça me paraît plus raisonnable. Donc voilà, du coup, le soin. Le soin, logiquement, en fait, c'est imposé à toi. Oui, complètement. T'étais une jeune rêveuse. Et là, on a discuté un peu. J'ai l'impression que t'aimes aussi beaucoup te former et beaucoup apprendre. T'étais déjà comme ça, un peu exploratrice, ou c'est venu plus tard? Je crois que c'est venu quand même beaucoup plus tard, ouais. Okay. Je sais pas exactement à quel moment, mais ça arrivait bien plus tard. Je sais que jusqu'à mon école d'infirmière, j'étais vraiment encore dans une bulle de dingue. Franchement, je crois que je comprenais rien à la vie. Et en fait, à part les gens qui m'entouraient ou les gens que je rencontrais, je savais pas qu'il y avait un autre monde. C'est excellent. Plus vaste. Ok, trop bien. Et puis moi, j'étais fan des émotions, des relations amoureuses. Okay. J'étais déjà moi, en explosion d'émotions. Je passais du rire aux larmes, je fais la gueule à je rigole. Enfin, j'étais
paumée. Et après, j'ai rencontré donc ma meilleure pote, qui est toujours ma meilleure pote, Claire, et elle m'a fait connaître plein d'autres univers et une philosophie de vie complètement différente de la mienne. Okay. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est intéressant la vie. Il y a d'autres choses, il y a d'autres gens. Et puis elle a un groupe d'amis hyper éclectique. Okay. Et là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que l'hypercentre de moi-même. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai évolué et progressivement des formations un peu diverses. C'est trop drôle. Et c'était quoi cette nouvelle philosophie de vie? Enfin, c'est quoi cette nouvelle vision du monde qu'elle t'a apportée, quoi, Claire? Eh ben, elle m'a permis d'accepter mes émotions. Okay. On était beaucoup sur la relation humaine, sur la relation amoureuse, sur la relation amicale, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que c'était des conversations hyper profondes sur l'existentiel un peu, que j'avais absolument pas avant. Trop marrant. Et on a passé des milliards d'heures, et on passe encore des milliards d'heures à échanger sur ça, quoi. Et d'où cette philosophie de vie complètement différente de il y a que moi et les infirmiers de ma vie ou des médecins de mon entourage. Elle a appris j'ai avec elle développé plutôt une pensée critique, une pensée constructive, de réfléchir par moi-même et assumer aussi qui je suis et mes pensées, quoi. Ça t'a donné aussi un peu confiance? Ouais, je pense aussi. Ouais. Merci à Claire. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que du coup, après, tu as fait des études d'infirmière. Qu'est-ce que tu retiens? En fait, c'est quoi les leçons que tu voudrais partager en tant qu'infirmière dans cette vie d'infirmière? Les leçons? Qu'est-ce que tu retiendrais de ta vie en fait, l'infirmière? Quelqu'un qui n'a jamais fait de soins, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de lui partager dans les relations humaines? Je sais pas, non. Alors, pour faire du soin, il faut de l'empathie. Alors, le problème, c'est qu'il en faut pas trop non plus parce que sinon, ça te détruit. Ouais. Mais juste suffisamment pour pas dénigrer l'autre, dans sa douleur, dans sa souffrance, dans son mal-être. Se mettre à sa place, mais sans trop prendre tout ce qui risque. Oui, c'est ça. C'était un peu dur pour moi. Du coup, j'ai plus fait du bloc opératoire, comme ça les gens dormaient. Pratique. C'était un peu trop dur de voir les gens en souffrance, donc j'ai préféré faire ça. Sinon, un conseil dans le soin, franchement, c'est dur comme question. Pas de souci. Du coup, pourquoi tu t'es orienté vers la sexologie, vers ce sujet? T'aurais pu te spécialiser dans plein de trucs. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu aller là-dedans? Alors, déjà, entre copines, j'adorais parler des relations amoureuses, des sentiments, des émotions. Ouais, ça, c'est vraiment... c'était mon sujet de prédilection, j'adorais ça. T'aimais écouter les copines qui racontaient leur truc. Et puis conseiller, tu vois, un peu de manière... mais c'est un gros con, ou... après, sur le côté... c'était le côté un peu plus insouciante et jeune. Et puis après, du coup, beaucoup de blocs opératoires. Donc, j'en ai fait pendant 10-15 ans, je dirais. Au moins 15 ans même. Et là, j'ai vu le corps en souffrance, j'ai vu le corps mutilé, mutilé pas... tu vois, je suis pas en train de critiquer les chirurgiens, mais tu vois, où t'as une ablation de sein parce que t'as eu un cancer du sein, t'as une cicatrice au niveau de l'abdomen, au niveau des jambes, une amputation de jambes, des trucs vraiment mutilants, et durs pour l'image corporelle, pour le schéma corporel. Et à chaque fin d'opération, je me disais, waouh, ok, comment tu te retrouves dans ta sexualité avec une cicatrice à la place du sein, ou avec une jambe en moins, ou avec un pouce en moins, ou avec une cicatrice abdominale. Et moi, ça me questionnait beaucoup. Et je me suis dit, en fait, ça me... j'ai envie de creuser. Ouais, j'ai envie de creuser ça. Ok, trop stylé. Ouais. Et donc, tu t'es formée en tant que sexologue clinicienne, en tant que sexothérapeute? C'est la même chose. C'est la même chose? En fait, sexologue, c'est essentiellement les médecins. Ok. Et eux, ils s'occupent essentiellement des dysfonctions physiques, organiques, voilà. Et le sexologue clinicien, donc sexothérapeute, tu sais, il y a 2 noms. Et ben lui, c'est plus tout ce qui est en origine psychologique. Ok, trop stylé. Ouais. Donc j'ai pris 3 ans d'études. Donc ça, c'était en 2018, je pense.
3 ans d'études, 2017 même, et donc j'ai pas fait un diplôme universitaire, c'est un peu mon regret, mais parce qu'en fait à l'époque c'était 1 an sur 2 la première année, et l'année où j'ai voulu m'inscrire c'était pas la bonne année, et je voulais pas attendre une année de plus, c'était vraiment c'était maintenant, ouais. Du coup je suis allée dans une école privée à La Défense, et c'était très bien, enfin du coup 3 ans d'études. Ok, et tu voulais être formé à ça en tant qu'infirmière ou tu voulais devenir à ce moment-là sexologue? Non, je voulais devenir sexologue. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Merci. Orienter autre chose. Ouais, ça rien. Ils viennent pourquoi tes patients aujourd'hui? Alors, ça dépend des phases. Donc, j'ai autant d'hommes que de femmes. T'es aussi thérapeute de couple. On a parlé de sexualité. Absolument. Mais si tu t'aides aussi les couples dans leur globalité. Ouais. J'ai donc quand tu fais tes études de sexothérapeute, de sexologue clinicienne, t'as aussi un module, on va dire, couple, thérapie de couple. Donc ça c'est intéressant, mais j'ai en plus approfondi après avec on a le droit de citer des noms, bien sûr. Philippe Breno, qui est président de l'Observatoire du couple, qui a écrit énormément de bouquins sur le couple, qui est un grand passionné de couple. Ouais, ok. Et Philippe Breno, je le note justement, les livres que tu citeras, je les noterai en bas du podcast. Ouais. Il fait aussi des formations en thérapie de couple. Il intervient aussi. Il a une place importante dans le diplôme universitaire de la sexologie. Ok. Enfin voilà, du coup, c'était pour quelles raisons viennent tes patients? Ah oui, pardon, je m'évade. Alors mes patients, ça dépend des phases, mais le plus important, c'est souvent les différences de désir, différences de libido. Ça, j'en ai beaucoup. Donc c'est des gens qui viennent à deux ou qui viennent? Ça dépend. Les deux sont possibles. Ouais, les deux sont possibles. Ok. Et puis, j'ai beaucoup... C'est une question qui est beaucoup revenue, cette différence de désir. Oui. On va en parler. Oui. J'arrive après. On en a beaucoup, ouais. Ok. Et j'ai beaucoup aussi d'addiction à la pornographie. Okay. Alors, essentiellement chez l'homme. Je commence à voir des femmes aussi, jeunes, qui, du coup, ont des problématiques dans leur sexualité à deux, à 3, à 4, enfin, tu vois, en tout cas, à plusieurs, ont des problématiques de sexualité. Okay. Avec une difficulté de montée d'excitation, donc risque de perte d'érection, risque de difficulté d'éjaculation. Enfin, voilà, il y a tout un panel de conséquences quand on est vraiment très addict à la pornographie. Ok. Il y a eu une question sur la pornographie, justement. Ouais. Ok, donc t'as ce problème du différence de désir, mais t'as des sujets, t'as des patients qui viennent te voir pour J'ai aussi les dyspareunies. Alors ça, c'est donc plus chez les femmes, c'est les douleurs à la pénétration. Donc ça, il y en a beaucoup aussi, des filles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des couples difficulté d'érection, difficulté d'éjaculation. Dans les couples, difficulté de communication à tous les niveaux. Voilà. Ouais. Trop bien, c'est génial parce que du coup ça correspond à peu près à tous les thèmes que j'avais envie d'aborder. Avant de zoomer un peu sur ces différentes questions, on va parler un peu de couple et de partenaire. Comment tu définis toi le couple? Alors c'est une question dure celle-là. Ouais. J'aurais dû me préparer pour celle-là, mais je l'avais pas. Non, vas-y, comment alors le couple. Alors on va partir de 2 personnes, hein, parce que je vais pas. Je vais parfois dire il et elle. Enfin, je pense qu'on va dire ça, mais imaginons que c'est non genré. Pendant toute la discussion, je pense. Okay. Pour les auditeurs, pas qui. Oui. Je vais dire son ou ça, mais en fait, imaginons que ça marche pour les deux. Oui. Du coup, le couple, c'est 2 personnes qui décident de partir sur un bout de chemin long, enfin moyen, long ou court terme, peu importe, où ils ont envie de regarder dans le même sens, je dirais. Trop stylé. Et tu dis long ou court, ça veut dire que tu peux dire on se met en couple, mais je sais pas si ça va durer plus d'1 an direct en fait. Tu peux poser. Tu peux pas vraiment savoir combien de temps va durer ton couple parce que c'est aussi la surprise des émotions et du couple. C'est que c'est incertain. C'est comme pour les mariages jusqu'à ce que la mort nous sépare et puis finalement il y a des embrouilles, il y a des difficultés. C'est ça. Donc je dis court parce qu'en fait même si
même si t'es en couple et puis que, je sais pas, tu te fais larguer au bout de 4 mois, si vous aviez décidé au début d'être en couple, ben t'étais un couple. Ouais, je comprends. Donc c'est juste pour ça, en fait. Donc c'est regarder, aller dans la même direction et regarder... Ouais. Donc peut-être avec une même vision de où on veut aller ou de... Alors, pas forcément la même vision, mais en tout cas, de se dire, là, dans le présent, je suis bien. Avec toi? Ouais. Ok. Je suis bien, j'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie d'avoir des projets pareils sur du court ou moyen ou long terme. Et j'ai envie de parler avec toi et j'ai envie d'avoir une connexion avec ton corps. J'ai envie, enfin, voilà, chose un peu différente de la relation amicale ou de la relation fraternelle ou familiale, Ouais, c'est complètement différente, quoi. Ok. Et si on en a parlé, tu fais aussi ce métier parce que tu penses qu'on est dans les couples, enfin, tout le monde ira mieux en fait, en donnant cette clé, potentiellement ça limite des tensions, ça permet à tout le monde d'aller mieux. Si tu avais un conseil, ou des conseils à donner à tous les couples du monde, qu'est-ce que tu leur dirais? De communiquer. De communiquer. Ah ouais. Alors, je reviens juste sur l'histoire de ce que tu disais, c'est que si je fais aussi thérapeute de couple, c'est pour que les couples aillent mieux. Ouais. C'est des fois pour que les couples aillent mieux séparés. Ok. Le principe d'une thérapie de couple, l'objectif du thérapeute de couple, c'est pas forcément, on aimerait bien, hein, mais c'est pas forcément que le couple reparte main dans la main à la fin de la thérapie ou à la fin de la séance. C'est des fois l'issue. C'est eux, hein. C'est pas moi qui vais les emmener dans cette issue-là. C'est au fur et à mesure des consultations, on se dit, enfin, où eux ils se rendent compte qu'en fait il y a peut-être plus d'accroche, il y a peut-être plus de projet, il y a peut-être plus d'envie de faire d'efforts, de travailler sur son couple, et dans ces cas-là, c'est l'issue, c'est la fin. Ouais. Et c'est aussi les accompagner sur la communication jusqu'au bout, la sincérité jusqu'au bout, et pouvoir se dire les choses au maximum pour qu'il n'y ait pas de remords, de regrets et d'animosité vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de ce couple qui n'existe plus. Ok. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments géniaux, mais quand il y a un moment, il y a des tensions. Et comment on sait que c'est potentiellement trop bas ou on sait qu'il faut accepter, tu vois, c'est pas tout rose, mais comment on sait que ça y est, la potentiellement, c'est par rapport à ce que tu dis, comment on se dit, bon, finalement, là, c'est la rupture, ou en fait, non, il faut que je m'accroche, il faut que je fasse des efforts. Comment tu arrives à trouver cette réponse? Comment tu les emmènes vers ça? Je vois, tu le vois au fur et à mesure des consultations, comment ils évoluent déjà dans leur couple. Moi, je travaille beaucoup avec les exercices aussi. Je peux leur proposer des exercices, même si c'est des toutes petites choses, des trucs où ça prend 5 minutes pour leur couple à eux. Et si déjà là, ils font pas l'exercice, du coup, on va aller creuser sur quelle est la problématique. Pourquoi ces 5 minutes pour votre couple, il est pas pris. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que... Enfin, et eux, ils se rendent compte aussi, parce que moi, pas forcément, mais eux, ils se rendent compte que... ok, il y a peut-être quelque chose qui va plus, il y a plus forcément de projet, il y a plus d'envie de se retrouver avec l'autre, quoi. Ok. Donc en fait, c'est peut-être l'envie. C'est tu dis en fait, j'ai quand même envie de me retrouver avec lui. J'ai quand même, malgré ces embrouilles, même s'il y a des pas, j'ai envie à court ou à long terme de retrouver ça. Si t'as plus cette envie, en fait, c'est peut-être là le moment où. Ouais. Ok. Soit de faire un break, parce que ça peut être une envie où t'es tellement paumé que t'as besoin d'une pause pour, ok, je souffle, je réfléchis, je prends du temps pour moi, je vois un petit peu. Hein? Tu conseilles le break? Je sais pas. Je dirais oui, moi. Ouais. Non, mais si de ton expérience ça peut marcher. Ok. Ouais. Ok. Et tu parles d'exercice, c'est quoi comme type d'exercice? Alors ça dépend, parce que ça dépend où ils en sont dans leur couple. Donc tu peux pas, si ça arrête pas de crier entre eux en consultation, c'est difficile de faire des choses un peu positives. Il y a un moment donné où ils ont besoin déjà de vider leur sac, ça peut prendre une séance comme 4-5 séances. Et on les laisse déjà, enfin moi je les laisse déjà écouler, et j'interviens quand même sur qu'est-ce que vous avez voulu dire, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, enfin. Être sûr que la communication est bien faite en fait, parce que c'est pas évident. Oui. Même pour celui-là. Oui.
Et puis, alors attends, c'était quoi la question? Pardon. C'était les exercices. Ah oui, les exercices. Bah, des fois, ça peut être, tu vois, 5 minutes. Alors, c'est déjà, est-ce qu'ils ont du temps pour leur couple? Déjà, poser la question. 5 minutes, quand même. Ouais. Est-ce que vous avez du temps pour votre couple? Alors, je parle pas pour les personnes qui ont des enfants. Quoique, pareil, hein, il y a le couple conjugal qui est aussi important en dehors des enfants. Mais alors souvent on me dit ben oui, on regarde des séries. Alors non, du temps pour vous deux, ou vous parlez, ou voilà, vous posez la question comment ça va dans ton couple. Ok. Et c'est vraiment se poser cette question à deux, comment ça se va aujourd'hui dans notre couple et pouvoir répondre à ça. Ouais. Alors pas forcément aujourd'hui, mais j'aime bien le faire ça alors une fois par semaine déjà, c'est pas mal. Parce que une fois par jour, c'est, je trouve, beaucoup. Ouais. Et puis il y a pas forcément de choses qui bougent en un jour, déjà en une semaine, pas forcément non plus. Mais j'aime bien imposer cet exercice-là de mettre la casquette de pote, un peu comme si t'allais boire un coup avec un pote. Et puis tu dis alors, ça va avec ta meuf ou ça va avec ton mec. C'est marrant, ok. Et on peut en parler quand on est avec des potes. Et pourquoi on peut pas en parler avec la personne concernée. Avec la personne concernée. Et moi, je donne en plus un petit truc un peu challengeant, c'est que l'autre n'a pas le droit de dire oui, ça va ou bof. Il faut aller plus loin dans la réflexion. Ok. Et puis, s'ils ont du mal, si c'est un exercice qui est difficile, je peux aussi leur dire de dire, pareil, une fois par semaine, vous prenez 5 minutes, parce que ça prend 5 minutes, ça, ou 10 minutes, allez, 5 minutes par tête. Et c'est de dire, tu dois remercier ta partenaire sur quelque chose qui a été positif et bénéfique que tu as remarqué pour ton couple. Okay. Et puis, un truc qui t'a énervé aussi. Okay. Commencer par le truc qui est un peu énervant, et puis le truc qui est positif. Ouais. Ok, trop stylé. Ouais. Trop intéressant. Ouais. Alors après, voilà, j'en ai plein des exercices. Ouais, et t'adaptes aux situations. Oui. Ok, merci. Mais les gens aiment bien. Ouais, je veux bien te croire. Mais en fait, c'est dur. On fait, comme tu dis, on peut pas forcément se tendre naturellement de dire, j'ai envie de parler de ça. Puis c'est dur de communiquer dans le couple. Ouais. Parce qu'on parle de ses émotions. Ouais. Et on met l'autre aussi dans nos émotions en tant que responsable ou non. Alors qu'au final, c'est pas l'autre qui est responsable, c'est pas toi non plus qui est responsable, parce que souvent on dit l'autre il peut se sentir offensé ou j'ai passé une mauvaise soirée par exemple. Mais c'est pas forcément parce que l'autre est con par exemple, mais c'est parce que le lien c'est le lien qui est problématique. C'est pas l'autre, parce que l'autre, il a pas forcément changé depuis le début de votre relation. Ça m'arrive régulièrement, ça. Ouais. Et au final, c'est le lien, c'est la façon de regarder ton ou ta partenaire qui a un peu changé, qui a un peu... Des fois, tu vois que les défauts et t'es, waouh, mais il me saoule. Ça me saoule. C'est la même personne. Alors que c'est la même personne. Elle mâchait la bouche ouverte hier ou il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, ça t'énervait pas. Et pourquoi aujourd'hui, ça t'énerve? Et c'est ça qui est intéressant d'aller creuser. Du coup, c'est plutôt sur le travail se fait plutôt sur le lien que sur la personne ou l'autre. Et peut-être même sur... est-ce que tu conseilles de communiquer sur ça justement en disant, là, aujourd'hui, c'est pas toujours toi. Là, tu mâches la bouche ouverte. Normalement, ça ne va pas... Ça me va. Là, je suis désolé, je suis hyper énervé. Mais du coup, c'est pas forcément de ta faute. Genre parler un peu comme ça? Oui. Ouais. C'est dur, ça. Ouais. Ça veut dire être capable de se reconnaître en tant que personne agacée. Ouais. Oui, parce que sinon, tu t'es agacé et tu le mâches dans ta tête, cet agacement. Et puis, du coup, progressivement, tu dis pas les choses. Tu parles de toi, hein, tu dis pas, tu mâches la bouche ouverte, c'est en parlant, ça m'agace. Là, ça m'agace. Je suis désolée, je vais peut-être aller dans la cuisine. C'est juste moi, là, je suis agacée pour plein d'autres raisons. Mais du coup, c'est toi qui prends. Ouais. Mais c'est pas toi le responsable. Mais c'est pas forcément toi le responsable pour autant. C'est juste que là, j'ai trop de mal. Et c'est aussi le reconnaître. Okay. Et puis, d'être dans ce genre de réflexion, et l'autre aussi peut faire l'effort, mais sans se sentir accusé, quoi. Oui. Donc en fait, limite pour faire une demande, parce que c'est une question aussi, comment tu fais une demande, c'est faire peut-être dire à l'autre, en fait, c'est pas toi qui est relou, c'est limite moi qui est relou avec ma demande, mais s'il te plaît, viens vers moi. Ça peut être une manière
Okay, j'ai besoin de ça, là. Ouais, j'ai besoin que... C'est peut-être pas le bon moment pour toi, mais j'ai besoin de ça. Est-ce que tu crois que on pourrait prendre ce temps-là pour que mon besoin soit un peu... Alors, tu vas me dire, oh là là, mais on est dans un monde utopique, là. Mais, non, mais dans l'idéal, c'est un peu ça, oui. C'est de dire, ben là, en fait, j'ai besoin d'un câlin, par exemple. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras parce que j'ai passé une journée de merde et tout. Et l'autre, si il ou elle est dans son activité professionnelle ou n'a pas le temps pour X raisons, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que je pourrais avoir là dans l'heure ou dans la soirée? Oui, non. Faut être prêt aussi à accepter du coup le non. Ouais. Mais c'est un travail sur et ça. le non, c'est aussi le pourquoi. Ça va réinverser. C'est non, mais alors d'accord, ben pourquoi? C'est parce que j'ai énormément de travail et là je pense que je vais finir à minuit, c'est la cata pour moi aussi. Ah ok. Et en fait les deux se comprennent. Les deux, ok. Bon, je te laisse ce temps et puis on se fera un petit câlin demain matin. Ça tombe bien, c'est le week-end, tu vois, par exemple. Mais c'est pas juste un non, parce que tu me saoules. C'est gratuit, ça sert à rien et c'est pas du tout constructif pour le couple. Et là, on va encore plus dans le plongeon des reproches et de l'engrenage négatif. Oui, je comprends. C'est stylé. Donc, en fait, ton conseil, c'est communiquer et j'ai l'impression enfin, là, moi, t'as mis sur le doigt sur un truc que j'avais pas forcément conscientisé, c'est communiquer, mais en se mettant en limite comme enfin, en disant à l'autre, c'est pas toi le relou, c'est moi le relou. Ouais. Sans forcément se flageller, mais oui. J'ai l'impression que ça peut être une méthode de marche. Mais c'est pas, après, c'est pas forcément le relou parce que du coup, ça va être interprété de manière négative. Oui. Négative, tu vois. C'est vrai. Parce que l'autre pourrait dire, bah oui, t'es relou. C'est bon, balance, ça n'aide pas. Ouais. Mais de parler de ses besoins, au final. Dire, là, j'ai besoin de ça. Et tu l'as dit honnête. En fait, c'est le premier mot que t'as dit, c'est honnêteté, quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment transparent. Mais c'est dur parce que des fois, on s'en rend pas compte sur le moment. On dit, ça m'agace, ça agace. Et on sait pas pourquoi. On n'arrive pas à mettre vraiment le doigt dessus. Et puis, c'est au bout de 2-3 jours où là, on se dit, mais en fait, c'est ça qui m'agaçait. Ok. Et c'est aussi pouvoir le dire à ce moment-là, dire, tu sais, il y a 3 jours, j'étais un peu ronchon, j'étais un peu tendue. Et en fait, j'ai réfléchi. Et c'est pour cette raison-là que j'étais ronchon et agacée. Et voilà, enfin, c'est aussi important. Plutôt que d'accumuler, c'est ce que je te disais tout à l'heure, plutôt que d'accumuler des choses négatives qui vont enfoncer le couple. Comment, justement, quand tu es dans ce cercle d'embrouilles et de crises, en fait, la question des embrouilles, elle est pas mal revenue dans les gens qui me posent des questions. Elle est à 2 niveaux. Il y a quand tu es en pleine embrouille avec quelqu'un, tu t'engueules parce que t'as pas réussi à communiquer bien au début. Comment tu sors de ça? Alors, est-ce que tu as des conseils, des petits trucs parce que c'est dur, moi, c'est très dur quand t'es monté dans tes tours pour réussir à sortir de ça, quoi. Il y a un truc qui marche très bien. Alors, pareil, tu vas me dire, c'est quel bouquin, mais non, t'inquiète, dis si t'as un nom. Je te dirais, non, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom là. Pas de souci. Bon, je te redonnerai. Mais en gros, il y a un bouquin qui est hyper intéressant, justement, les conflits dans le couple, où t'as, en gros, l'autrice explique dans ce bouquin qu'en gros, alors c'est très schématisé, moi je m'en sers beaucoup dans ça, c'est justement les disputes, c'est en gros, t'as 2 cerveaux, alors c'est très imagé, d'accord? Donc t'as le cerveau archaïque, donc plutôt le frontal, et t'as le cerveau, il y en a 3 parce qu'il y a le limbique, et puis t'as le cerveau rationnel. Et quand t'es en colère, t'es blindé d'émotions, et t'es plutôt dans ton cerveau archaïque. Et le cerveau archaïque, t'es un peu l'homme de Cro-Magnon, où t'es face à un orang-outan, là, et t'es en mode frontal, à te dire, je vais me le faire, ou je vais me le faire, je pense que je vais l'abattre. Et je vais utiliser des mots tellement bons et tellement puissants, et je sais où taper parce que on se connaît. Très bien. Et je connais ses faiblesses, et là je vais y aller, mais et la problématique dans ce moment-là, c'est que le cerveau archaïque, il inhibe les émotions, inhibe complètement le cerveau rationnel. Et donc du coup on est en baston général. Donc moi, ce que je conseille quand j'ai des... C'est pas intelligence contre intelligence, c'est pas intelligence qui communique, c'est l'émotion qui se tape dessus, bête et méchant. Oui, c'est 2 hommes de Cro-Magnon qui se tapent pour la caverne, quoi. Ou pour un sanglier, je sais pas quoi. Mais... Et du coup, l'idée, c'est vraiment de s'en rendre compte. Et ça se travaille aussi, ça se discute avant. C'est de dire, ok, quand on a des conflits,
quand on sent que ça monte, c'est déjà trouver un mot en commun, un mot, un geste. Donc, par exemple, ornithorynque. S'il y en a un des deux qui dit ornithorynque, ça veut dire qu'on arrête la conversation. On stoppe. Et chacun s'isole. Wow. Ok, donc ça, c'est en amont des embrouilles. Non, de choisir le mot. Ouais. Tu choisis un mot un peu rigolo, histoire de décontracter, même si je suis pas sûre que ça change grand-chose. Mais tu trouves un mot en amont, tu dis, voilà, on sort de la thérapie, de la séance avec Jane, par exemple, elle nous a conseillé de faire ça. Quel mot, là, on n'est pas en train de s'embrouiller, donc quel mot on utilise pour... Ornithorynque. Voilà, ornithorynque. Très bien. Donc, le soir arrive, 2 jours après arrive, là, ça commence à monter, ça chauffe, ça commence à s'embrouiller. Et puis finalement, l'idée, c'est qu'il y en a un des deux qui sent que ça va aller très fort ou très loin, et commence à le dire ornithorynque. Et là, on sait pas. Et l'autre, alors souvent, et la personne est obligée de le dire plusieurs fois parce que l'autre est déjà en fusion totale. Et à ce moment-là, quand l'autre a entendu le mot ornithorynque, hop, on se sépare. Chacun dans sa pièce. Okay. On fait sa vie, on souffle, dans l'idéal, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et l'idée, c'est d'écrire. D'écrire ce qu'on ressent, d'écrire ok, en fait je me suis pas, en parlant de soi, je me suis pas je me suis sentie agressée pour telle chose, je me suis pas sentie en sécurité, je me suis pas sentie aimée pour ça, et c'est pour ça que ça fait remonter des blessures, voilà, de travailler un petit peu sur ce genre de moments. Et moi j'aime bien aussi rajouter que chacun écrive le contexte. Ok, sa vision du contexte. Ouais. Okay. Des mots un peu utilisés, des choses comme ça, parce que ça, je l'utilise beaucoup en consultation et je le travaille aussi. Ouais. Ok. D'avoir le contexte, parce que souvent on dit oui, mais elle m'avait dit ça, mais je t'ai jamais dit ça. Ah oui, mince. Alors on va peut-être écrire. Et puis comme ça, on va voir un petit. Ouais. Et puis à froid, du coup, il décide au bout d'1 heure, on se retrouve, chacun avec son petit cahier. Et puis déjà, alors je le fais pas ça en systématique, mais c'est une petite reconnexion physique, histoire de, pendant 45 secondes, 1 minute, histoire de libérer un peu l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, histoire de faire descendre un petit peu les choses. Et puis après, on discute sur, voilà, quand t'as dit ça, je me suis sentie infantilisée. Quand tu m'as dit ça, voilà, et puis d'expliquer. Si ça repart, on redit ornithorynque, on se resépare. Si ça repart toi, à un moment, il faut poser des questions. Oui, il faut retourner voir le c'est ça. Il faut prendre un rendez-vous en urgence. Trop stylé. Et puis après, de dire OK. Et puis c'est de s'écouter, c'est pas dire non, mais c'est aussi ça dans le couple qui est intéressant dans la communication, c'est aussi de pas dénigrer ce que l'autre ressent. Et ça, c'est hyper souvent. Déjà, de pas croire l'autre. De dire, mais c'est pas vrai, tu dis ça, mais c'est pas vrai. Pourquoi vous le croyez pas? Ça arrive hyper fréquemment. Et puis de dénigrer les émotions de l'autre. Mais pas du tout, t'étais en colère. Mais pas du tout. T'exagérais, c'est tout. Et alors ça fait encore plus monter. Mais moi, quand je l'entends en consultation, ça m'énerve. Moi, ça me fait un truc aussi. Puis il y a un côté, il ou elle ne me croit pas, en fait. C'est fou, on ne peut pas lire. Okay. Et le côté croyance, ça, c'est dur dans le couple. C'est-à-dire on croit pas l'autre dans ce qu'il dit, dans ses émotions, dans ce qu'il ressent. Mais non, pas du tout. Tu dis n'importe quoi. C'est fou quand même. C'est fou. Ouais. Comment tu passes ça? Quelqu'un qui te dit en fait mon époux ou ma copine ou mon copain ne me croit pas quand je lui dis. J'ai l'impression que c'est à la fois très simple mais à la fois très compliqué de dire vous faites-lui confiance ou comment? Je lui dis pourquoi vous je pose la question pourquoi? Pourquoi vous le croyez pas? Pourquoi vous la croyez pas? Parce qu'elle dit tout le temps ça. Alors non, déjà le tout le temps, on l'enlève parce que les généralités, je suis pas très fan. Ouais. Et puis vraiment, non, mais parce que non, alors on parlait de vous plutôt. Je le crois pas parce que je sais pas, je le fais pas en fonction de l'expérience du couple, l'histoire du couple, en fonction aussi c'est ça aussi qui est compliqué dans le couple, c'est que chacun vient avec son histoire de vie. Ouais. Déjà. Sa vision, ses propres. On en parlait à justement le côté. Moi, j'aime bien l'image, c'est l'image des lunettes. C'est en fait, tu vois le monde d'une certaine manière et tu le ressens d'une certaine manière et l'autre pas forcément. Ouais. Plus le couple parental, qui est hyper important aussi dans le couple, dans ton couple, parce que c'est le premier exemple que t'as dans ta vie, ce couple. C'est vrai.
Et soit, alors je te le fais en hyper schématisé, mais soit tu veux le reproduire parce que il a plein de côtés positifs, soit tu veux faire l'inverse. Ouais. Mais ça reste quand même ton image. C'est le modèle numéro 1. T'as vu ça toute ton enfance, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est hyper intéressant. Et c'est cool parce que ça répond un peu à l'autre question qui était, donc ça c'est comment tu gères une embrouille, une engueulade, tu te donnes ce mot-clé, tu t'isoles, tu écris, tu te reconnectes et tu discutes. Et il y avait une autre question qui est un peu plus générale, c'est cercle vicieux, quoi. Le soir on rentre, on s'embrouille pour un truc nul, donc c'est pas grave. Et en fait, ça arrive, tu vois, comme on disait, il y a des hauts et des bas. Oui. Et donc sortir de ce un peu ce cercle vicieux de crise, d'embrouille, de tension, ça marche aussi en fait avec cette méthode parce que, enfin, cette période, tu peux sortir d'une période de tumulte comme ça. Mais c'est pareil aussi, c'est si t'en as envie. Ouais. Parce que si je propose cet exercice, mais que y a pas d'écoute ou que ils repartent dans leur travers de mais n'importe quoi, et puis que du coup ça réembrouille et ainsi de suite. Alors je dis pas que ça va être magique. Ouais, c'est pas facile. Ça peut prendre du temps, mais si il y en a un des deux qui reste dans sa pensée unique. Et qui veut pas ou qu'elle veut pas bouger sur sa pensée et faire évoluer justement ça, et ben là tu te retrouves face à un mur et c'est très compliqué. Et moi je leur pose la question du coup directement de qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? Ouais. Ok. C'est stylé ça. Oui. Question dure. Question dure, ouais. Et j'ai l'impression en fait que si tu fais ce travail bien, tu peux arriver à un moment, en fait, à tellement, entre guillemets, bien connaître le fonctionnement de l'autre que ça permet de désamorcer toutes les tensions directement parce que tu sais que la personne est agacée dans cette situation et donc, en fait, genre, t'as assez communiqué pour ne plus avoir besoin de le refaire, tu vois. Est-ce qu'il y a pas un côté comprendre le fonctionnement et le cerveau et les réactions de l'autre et plus tu le comprends bien, mieux t'es armé pour bien réagir. Oui, après, je sais pas si c'est comprendre le cerveau de l'autre, mais c'est avoir des clés sur les choses qui peuvent l'agacer. Et de pas aller appuyer sur ces boutons, sur ces petits boutons-là. Ouais. Et de pas vouloir jouer à ce genre de jeu parce que c'est pas très constructif. C'est marrant parce que j'ai un couple là que j'ai en ce moment où la première consultation, c'était assez marrant parce que la première consultation, lui, il arrêtait pas, quand elle lui exprimait quelque chose, il arrêtait pas de dire « Oui, bon, d'accord, si tu veux. » Et donc, je l'ai repris sur j'ai essayé de comprendre j'ai essayé de comprendre grâce à lui et qu'est-ce que c'est, si tu veux, et en fait, donc je l'ai vu à la deuxième séance hier et ça, il est assez marrant parce qu'il fait des phrases. Non, des résumés en fin de thérapie. Et à la fin de la deuxième thérapie, il me disait, ben voilà, moi je sais que ça me fait du bien parce qu'à la fin de la première thérapie, j'ai compris que le si tu veux, ça servait à rien. Et je le dis plus. Et je dis, c'est vrai, vous le dites plus. Je vous l'ai pas entendu, j'ai pas entendu, vous l'avez pas dit du tout de toute la séance. Et du coup, j'ai demandé à sa compagne, est-ce que vous aviez remarqué ça aussi? Elle me dit oui. Et je dis, est-ce que vous lui avez dit que vous l'aviez remarqué? Elle me dit non. Je dis, j'aimerais bien que vous le fassiez parce que c'est aussi important, parce qu'il y a un travail qui est fait aussi, lui. Peut-être que lui, il fait ça avec tous ses potes. Nous, il a appris à être comme ça. Ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 7 ans qu'il lui dit, si tu veux. Et en 1 semaine, 2 semaines, il arrive à enlever ça. Donc, je trouve, je trouve ça très classe. C'est joli. Et puis là, il a réanalyser aussi un deuxième truc sur des agressions gratuites qu'il faisait vis-à-vis d'elle, où il dit je sais que ça c'est gratuit, il faut que je réfléchisse à dire j'ai envie de dire ça, mais est-ce que c'est utile, est-ce que ça va pas la blesser, donc je vais aussi et en fait je trouve que c'est génial. Ouais, c'est beau. C'est génial. C'est beau, et puis ça veut dire que tu vois évoluer les gens en fait, si ça marche bien assez rapidement, quoi. Ok. Je sais pas si je passe directement sur la sexualité ou si je pose les autres questions. Comme tu veux. J'ai une question marrante, c'est est-ce que tu as un point de vue sur le fait que, sur les différences d'opinion et de sensibilité politique dans un couple? Surtout en ce moment-là.
Je pense que c'est lié à l'actualité. Ouais. Alors, je sais pas. Alors, je connais pas de couple avec de couple avec des opinions complètement opposées. Okay. J'ai pas ni dans mon entourage, ni dans mes connaissances, ni dans les couples que je suis, j'ai pas de grosses différences d'opinion politique. Okay. J'ai pas un ou une extrême droite avec un ou une extrême gauche, quoi. Okay. Je pense que ça me paraît assez logique. Ça semble logique, quoi. Ouais. Ouais, ça semble logique. Mais tu peux se poser cette question, quoi. Ok. Sur la sexualité, est-ce que, avant de poser des questions plus précises, est-ce que t'as... En fait, c'est un des premiers trucs que tu m'as dit. Est-ce que tu as des mythes et des croyances qui te semblent tellement imprégnés que tu as envie de déconstruire? Ouais. Alors, j'en ai même plusieurs, je pense. Le premier, c'est la sexualité, c'est quand tu veux et si tu veux. Déjà. Okay. C'est pas, quand même. Ça fait une semaine, c'est pas sympa. Enfin, okay. Si t'en as envie, oui, go. Mais si t'en as pas envie, non, en fait, te force pas. Okay. Parce que ça va entraîner du coup plutôt de la sexualité négative, donc c'est pas très positif. Et puis il y a, alors je sais pas si tu le sais, mais il y a les droits sexuels, donc c'est l'OMS. Ouais. Il y a donc l'organisation Organisation mondiale de la santé. Ouais. Et donc c'est mondial, mais donc tu as 10 droits sexuels et il y en a un, c'est avoir une sexualité active ou non. Ok, t'as le droit de ne pas avoir de sexualité en fait. Ok. Ouais, si t'as pas envie. Il y a des couples qui ont une sexualité une fois tous les 6 mois, tous les ans. Et en fait, si ça leur convient bien, pourquoi pas. Il y a des couples qui font l'amour 4 fois par jour, ça fait 10 ans. Ça leur convient, pourquoi pas. Okay. Mais c'est plutôt le côté forcing qui me dérange plus. Ouais, ok, je comprends. Et le mythe, c'est peut-être qu'il y a une fréquence normale. Non. Il n'y en a pas de fréquence normale. C'est la grosse problématique des magazines. Enfin, en tout cas, c'est l'agacement total des sexologues, des sexologues cliniciens, des sexothérapeutes. C'est ce genre de chiffres. Parce que les magazines, ils t'écrivent beaucoup. Il faut faire l'amour 2 fois par semaine pour être un couple normal. Ouais. Alors déjà, un couple normal, j'aimerais bien qu'on me le définisse. Et puis, en fait, c'est pas parce que t'as pas de rapport sexuel que t'es en couple. En fait, c'est pas le socle unique du couple, la sexualité. La glue. Ouais. Mais j'en ai pas mal des gens qui viennent en me disant, j'ai pas de désir. Mais du coup, le problème, c'est qu'après, si on suit, ça veut dire qu'on va être en coloc. Okay. Non. Ouais, tu peux être en couple et pas avoir de sexualité, hein. Ok. Donc, le premier mythe. Et j'ai envie de la poser tout de suite parce qu'en fait, c'est lié à ça. Est-ce qu'il y a quand même, il faut se mettre d'accord. Est-ce que du coup, il y aurait un red flag s'il y a une différence? Il y en a un qui dit, moi, en fait, je pourrais le faire tous les 6 mois et l'autre qui dit, moi, j'ai vraiment besoin de le faire beaucoup plus régulièrement. Est-ce que pour toi, c'est un truc vraiment une incompatibilité totale ou chacun peut avancer vers l'autre? Ça, généralement, tu le remarques. Enfin, c'est dur parce que en début de relation amoureuse, t'es dans une sexualité extraordinaire, hein. T'es pas du tout dans une sexualité classique parce que t'es un peu dans la fête d'essence, la fête une explosion hormonale. Ouais. Et puis, du coup, tu découvres l'autre, tu découvres le corps de l'autre, tu découvres la nouveauté, de la sexualité avec cette personne, tu découvres ton corps aussi avec cette personne qui est complètement, du coup, différente d'une autre sexualité. T'écris progressivement ton script sexuel. Donc là, t'es dans une sexualité plutôt positive. Je dis pas que la suite est pas positive, hein, mais au fur et à mesure, y a ce risque que la différence de désir s'installe entre les partenaires et c'est important d'en parler quand même assez régulièrement. Ouais. Tu vois, de dire, je sens que là, on fait moins l'amour qu'avant. Alors oui, parce que on commence à se connaître et puis on s'est installé ensemble. Enfin, ça peut arriver, mais c'est important pardon, excuse-moi. Je t'en prie. C'est juste important de le communiquer régulièrement. Ok, mais ça met pas la pression à celui qui a moins envie justement de le faire. C'est ça qui est aussi très compliqué, c'est d'en parler autant l'un que l'autre. Parce que celui qui en a moins envie, il le sait.
Ouais. Et si il est il se met dans un trou de souris dès que il pense à la sexualité ou qu'il en parle, et ben du coup ça fait pas évoluer les choses. L'idée c'est pas d'être t'as plus envie de sexe, t'es pas normal, enfin c'est pas ça, c'est essayer de comprendre, d'accompagner et de dire OK ben t'es capable de, enfin t'as plus envie de sexualité pour plein de raisons, mais de quoi t'auras envie là corporellement avec moi? Ben, juste qu'on soit dans les bras l'un de l'autre et que je me sente pas titillée pour avoir un rapport sexuel derrière. Ouais, je comprends. Ok. Et ça c'est dur. Et ça, c'est dur. Ça c'est très dur. Donc en fait, les deux ont un travail à faire. Ouais. Et déjà, c'est marrant parce que tu réponds à plein de questions. Non, mais j'ai eu plein de fois la question, la baisse de fréquence de rapport, au bout d'un moment, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est normal? Et en fait, tu l'as dit, il n'y a pas de normalité. Et en plus, c'est vraiment classique que ça diminue après, à un bout d'un moment. Souvent. Alors, pas généralement, j'ai pas envie de généraliser, mais souvent quand même. Okay. Parce que tu as un changement hormonal aussi, donc physiologiquement, c'est lié aux hormones. Okay. Bah, physiologiquement, alors c'est pas que lié, c'est multifactoriel, mais physiologiquement, ça s'explique. Et puis il y a aussi d'autres facteurs où au début, c'est plutôt c'est pas c'est très spontané, ça vient. Oui. Ouais. Et puis c'est pas ton cerveau vraiment qui réfléchit. Je dis pas qu'on est bête, mais on parle plus avec les hormones, puis on montre notre bon côté. Ouais. On est à l'écoute, on est présent, et puis au fur et à mesure, on reprend un peu notre personnalité. On fait tomber les masques. On fait tomber les masques, et puis il commence à y avoir des choses qui vont pas forcément convenir aussi. Il peut y avoir aussi un manque d'éducation à la sexualité, un manque une méconnaissance de son corps aussi, puis difficulté de communiquer. En fait, c'est un truc qui est assez... alors, tu vas me dire que c'est mon côté féministe. Pas du tout. C'est vraiment le truc. C'est que dans une sexualité, au début, t'es beaucoup quand même dans une sexualité masculine. Ok. Et c'est un peu le deuxième cliché que j'ai envie d'enlever, c'est que la pénétration n'est pas la sexualité unique. Okay. C'est une sexualité, mais c'est pas la seule qui peut exister. Et la grosse problématique du sexe quand on se rencontre, c'est que on va essentiellement, tu sais, c'est un peu le grand classique, mais c'est encore vachement ancré, hein, c'est ça qui est hyper énervant, c'est que t'as les préliminaires, la pénétration. Bon, là, je parle dans un couple hétéro, d'accord. La femme va jouir, peut-être, ou pas. Si elle a de la chance. Ouais. Et puis, l'éjaculation. Et puis après, ça va être merci, bonne nuit, je vais me coucher. Je suis dans le cliché de ouf, mais c'est encore hyper présent dans les consultations. Même si ça commence un petit peu à bouger, mais il y a encore vachement ça. Alors qu'en fait, on est 90% des femmes ont un orgasme avec le clitoris, avec le gland du clitoris, donc la partie externe. Et donc, si cette partie-là, elle n'est pas stimulée, en fait, la pénétration, c'est très judéo-chrétien. La pénétration, parce que la sexualité, c'était pas du tout utilisé comme une forme de plaisir, de détente, mais c'était pour faire des enfants. Ouais. Il y avait un objectif. Ça, à la base, c'est le côté, c'est la nature. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et au final, ça a figé la sexualité sur un seul type de sexualité, et c'est la pénétration. Okay. Et le problème, c'est que des fois, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde. Okay. Et c'est quoi les autres types? Et le sexe oral, c'est marrant parce qu'on dit souvent que les préliminaires, c'est justement le sexe oral, en fait, ça peut être la pratique elle-même, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que j'avais entendu d'une sexologue qui me plaît beaucoup, c'est que les préliminaires, c'est tout ce qui se passe dans la journée, qui donne envie d'avoir un rapport sexuel, qui donne envie de se retrouver dans le lit. En fait, c'est l'excitation un peu, c'est ce qui fait monter le désir. Et c'est plus ça, les préliminaires. C'est des sextos, par exemple. Ouais. C'est, je sais pas, t'as préparé un bon dîner. C'est, je sais pas, tu lui fais un bisou dans le cou quand elle rentre, quand il fait à manger. Enfin, en fait, tout ça, c'est déjà des préliminaires. Okay.
C'est ce qui donne envie de se reconnecter dans le lit et de se dire, allez, là, ça me... J'ai trop envie. Il ou elle m'a chauffé, là, c'est bon, j'ai envie d'y aller, quoi. Ok, trop stylé. Et ça, du coup, c'est dans le beau monde où du coup, tu couches, enfin, tu fais l'amour parce que t'as réussi à faire tout ça. Mais pour revenir sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, comment tu fais? En fait, je vais te poser, il va y avoir les deux questions, mais comment tu fais quand t'es la personne qui a plus envie? Comment tu gères cette frustration et comment tu comment tu gères, comment tu peux gérer ça? Tu communiques, tu te masturbes avec l'autre à côté, tu sais quoi, quand je sais pas si c'est les hommes, j'ai l'impression que c'est un peu plus masculin, mais pas forcément, en plus. Pas forcément. Okay. Mais, alors, oui, en consultation, j'ai quand même plus d'hommes. Mais ça m'arrive aussi dans les couples homosexuels. Ouais, ok. Donc, mais oui, j'en ai des couples homosexuels. Pour peu qu'il y ait une petite différence, en fait, à un moment. Ouais. Okay. Et au final, c'est assez chouette parce que au début, ils viennent avec une problématique de sexualité, de différence de sexualité, d'envie sexuelle. Je reviendrai dans ta question. Et au final, quand tu creuses, des fois, ça prend plusieurs consultations où au final, la problématique, c'est pas la sexualité, c'est le lien dans le couple. Ok, c'est énorme. Et qui, du coup, donne plus envie d'avoir des rapports sexuels. En fait, c'est multifactoriel. C'est tellement logique en même temps. Si tu prends plus le temps, si tu t'écoutes plus, c'est juste une des conséquences logiques, en fait. Oui. Okay. Et puis, quand tu vis en couple, c'est l'autre devient un peu le joli meuble ou le coussin dans ton lit, quoi. Okay. Et on scrolle beaucoup, on est beaucoup sur les écrans, on travaille beaucoup, on a la tête pleine de conneries, et pas que des conneries d'ailleurs. Et du coup, le couple, il est côte à côte, mais il se regarde pas beaucoup. Okay. Et c'est aussi reconnecter. Moi, j'en ai plein. Bah oui, mais il veut tout le temps, quand on va se coucher à 23h, moi, je suis crevée et j'ai des reproches parce que j'ai jamais envie. Alors en plus, ça généralise sur du coup j'ai jamais envie. Bah alors ok, bah vous préféreriez quand? Le matin, parce que moi le matin j'ai dormi. Bah oui, c'est batterie rechargée à 100%, mais lui il aime pas le matin. Ah oui, bah alors du coup on fait comment? On fait comment? Ouais. Okay. Et la charge mentale, elle est vachement importante aussi. Le contexte pour avoir un rapport sexuel est vachement important aussi. Okay. Parce que si t'as une liste hyper longue dans ta tête, t'as pas du tout envie de... Et l'homme, non, alors la personne, je veux pas généraliser, mais la personne qui du coup est frustrée, se sent frustrée sur cette sexualité qui est pas présente, peu présente, et ben moi j'aime bien les voir aussi en thérapie, en thérapie de couple du coup. Alors parce que c'est important qu'ils comprennent pourquoi l'autre en est là. Et que ça peut être... par exemple, hier soir, j'ai eu encore un très bel exemple où, en fait, elle a besoin d'une carotte pour lui donner envie de rapport sexuel. Et lui, il lui donne carotte, c'est un truc derrière? Un truc motivant. Ok. De l'accompagner positivement. Sauf que lui, il est tout le temps avec un bâton. Il y a pas de violence physique, mais c'est psychologique, tout ça. C'est bon, bah, quand est-ce que tu auras envie? Mais t'as jamais envie. Mais est-ce que tu peux t'occuper un peu de toi? Est-ce que tu peux t'occuper de ta sexualité? Et en fait, il la pousse dans des choses négatives plutôt que de l'accompagner et de l'encourager, de lui dire tu vas voir la sexothérapeute, c'est trop bien, ça va, comment tu te sens, et puis bon, prends, je vais m'occuper de notre enfant, prends du temps pour toi. Dans les exercices qu'elle t'a proposés, prends ce temps-là. Moi, je vais m'occuper en fait de la maison. Et c'est plutôt l'encourager plutôt que de lui dire bon dis donc ça fait 6 mois que tu la vois et c'est toujours pas réglé. Et ne pas t'as dit un mot tout à l'heure. Stigmatiser. Exactement, de la comprendre peut-être. Nous la comprendre en fait, c'est dire. Ok, en fait, je t'accuse pas, je sais que peut-être même que t'as envie d'avoir envie, mais t'as pas envie, et comment je peux t'aider à faire ça? Okay. Et puis c'est aussi toujours, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur la problématique du sexe masculin dans lequel on rentre quand on est en couple, et aussi la méconnaissance, surtout pour les femmes, de son clitoris, parce qu'il a été effacé de tous les manuels pendant des années, il a été remis, je crois, en 96.
Et en fait, vu que c'est un organe unique de plaisir, les scientifiques, essentiellement masculins, on dit, allez, c'est bon, on vire ça, ça sert à rien. Ça n'a aucun impact pour faire des enfants. Donc, on dégage ce petit organe-là. En plus, ça nous intéresse pas, nous, les hommes. Oui, on s'en fout. Voilà. Du coup, c'est aussi hyper problématique. Ouais. Et c'est toujours la difficulté, c'est aussi dire, moi, c'est une question que je pose, c'est, ok, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la sexualité? Je sais pas. Ok. Oui, alors comment tu veux avoir envie si tu sais pas de quoi si tu sais pas. C'est même pas ce que t'aimes, quoi. Genre, oui. Pourquoi tu pars pas courir? Mais oui, okay. En fait. Ok, donc et ça, c'est peut-être le travail de la personne qui a moins envie, c'est d'essayer de savoir ce qu'elle aime dans la sexualité. Ouais. Pour se donner, se retrouver, ce petit truc. Oui. Ok. Et puis après, c'est aussi tout exploser un peu le script sexuel classique et dire, ok, toi, t'as pas envie. Moi, je travaille beaucoup aussi là-dessus sur l'arrêt de la pénétration. Ok. De dire, pas de pénétration pendant 6 mois. Technique. Parce que comme ça, les deux sont assez soulagés. Parce que lui, il a pu à tous les soirs, l'autre n'a pas tous les soirs à se dire, ouh là là, qu'est-ce que je vais trouver comme excuse ce soir. Ouais. Et ils peuvent se reconnecter corporellement sans qu'il y ait du coup, risque. Ouais, ok. De tension interne de chaque côté. Ouais. Ok, c'est fort. C'est fort. Et ils arrivent du coup beaucoup plus à se reconnecter, à prendre du temps aussi pour eux. Et puis après, dans la limite de l'autre, et c'est la personne qui est frustrée. Le problème le problème si attends, je reformule ma phrase, mais de pousser l'autre qui n'a pas de désir, ça va qu'aggraver la situation. Ouais, pour moi, c'est toute la difficulté, c'est de ce cercle vicieux, quoi. C'est je suis frustré parce qu'on me dit non, et de l'autre côté, c'est j'ai l'impression, et puis je me sens nul de pas satisfaire, et en fait, ok. Alors que c'est pas toi qui c'est pareil, c'est comme pour le couple, c'est comme pour la communication dans le couple. Le problème, c'est pas toi qui sais pas faire, c'est que déjà moi par exemple, je sais pas trop ce que j'aime, donc je peux pas te transmettre. Ouais. Parce que je peux pas te guider aussi, parce qu'en fait, il y a que toi qui sais ce que tu ressens, qui sais où tu veux que l'autre aille, quelle pression il doit mettre, où il doit faire les bisous. Il y a que toi qui peux le savoir. Lui, il y va à tâtons comme ça, mais en fait... S'il est pas guidé ou il est pas guidé, oui, c'est dur. Hein. C'est ça. C'est dur. Mais ce qui marche très bien au début d'une relation, je trouve. Oui. T'y vas, tout marche trop bien, et en fait, c'est après que... Oui. Que tu te... Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au début, justement, l'autre fait ce qu'il veut, toi ça marche super bien, tout le monde est heureux, et à un moment, en fait, bisous, dans le coup, j'aime moins qu'avant. Enfin, c'est que tu te reconnectes vraiment à ce que t'aimes, et qu'avant, tu te forçais, mais c'était tellement bien que tout était bien? Un peu comme la musique est toujours bien quand t'es amoureux, genre? Oui, c'est un peu ça. Ouais, non, mais c'est ça. Pardon. Mais c'est exactement les histoires d'hormones. C'est qu'en fait, tu connais pas la personne, t'es dans la découverte de tout. Ouais. T'as trop de choses, en fait. Donc, c'est juste magique, et c'est juste parfait. Et puis, après, progressivement, tu commences à te connaître, tu commences à toi redevenir un peu ton toi. Et puis, progressivement, il y a des choses qui te plaisent pas, et puis ça peut être des choses dans la vie quotidienne, tu vois, et puis des choses qui ne sont pas communiquées aussi. Par exemple, il arrive, ses chaussures elles sont pas rangées, chaque fois c'est le bordel quand je rentre, alors que je lui demande de faire attention. Ça peut être des engueulades, ça peut être des petites choses comme ça du quotidien que tu ne communiques pas et qui te bouffent tellement que la sexualité derrière. Et c'est très souvent ça. Les gens viennent te voir, enfin beaucoup. Les gens viennent te voir avec, le haut de l'iceberg, c'est la sexualité. Dans la sexualité, j'ai plus de désir, mais je suis amoureuse, hein. Ou je suis amoureux, mais je l'aime, mais je suis trop bien, mais je veux pas quitter la personne. Mais dans la sexualité, ça va pas. Il veut tout le temps, ou moi je veux et lui il veut pas. Et puis au final, quand tu creuses, quand tu vides un peu cet iceberg, tu te rends compte qu'en dessous, il y a une charge mentale, une prise de tête, un manque de communication, un manque de savoir de déjà toi, ce dont tu as envie, qui est phénoménal.
Ouais, il y a se connaître, en fait, qui est important. Se connaître. Je retiens quand même un truc, c'est que, entre guillemets, il y a pas de normalité, et c'est fréquent ou enfin, ça arrive d'avoir des différences d'envie. Je retiens que du côté de celui qui a moins envie, il faut essayer de voir, entre guillemets, le positif et se dire, en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie, essayer de même de dire à l'autre, bah, c'est ça qui ferait que j'ai envie. Et que de l'autre côté, l'autre personne, c'est communiquer, en fait, dire, qu'est-ce que, là, j'essaie de résumer un peu, parce qu'on m'a dit que c'était, on m'a conseillé ça, on m'a dit, essaye de résumer un peu à la fin, pour refaire le bilan. Et du coup, dans la côté de la personne qui a plus envie, c'est comprendre la personne en face pour se dire, ok, là, elle a pas envie, mais c'est ok, c'est pas contre moi. Qu'est-ce qui fait qu'elle aurait plus envie? Ok, c'est comprendre, connaître et comprendre, en fait. Et puis accompagner. Accompagner, ouais. Okay. Dire, ok, bah, écoute, là, on se fout la paix, tu peux aller te masturber, quoi. Ouais. Enfin, t'es pas non plus, c'est pas tu vas pas mourir. Ouais. Parce que, c'est pas comme l'alimentation ou la soif, tu vois, enfin. Ça me fait toujours rire, tu vois, ce genre de choses, mais j'ai un gros besoin. Non, mais c'est pas, enfin. Ça va aller, ouais. Ça va. La masturbation, tu peux largement. 30 secondes, mais oui. Ouais. Mais c'est dur, je trouve. Enfin, la masturbation, c'est un peu personnel, mais moi, quand c'est arrivé au début, ce côté, justement, quand la personne en face te dit non, t'es pas dans la position de dire, bon, bah, pas de souci, je vais me masturber à côté, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce truc-là mais c'est peut-être un peu comme le coup de l'ornithorynque, il faut préparer, quoi. Faut dire, bon, la prochaine fois, si tu dis non, est-ce que c'est ok, est-ce que ça, je parle beaucoup en même temps. Mais c'est complètement ça. C'est intéressant. Ouais. Et puis pas incriminer l'autre, tu vois, sur t'as trop de désir, ça me saoule. Ouais. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Aucun. Toi, t'as jamais envie. Et puis alors là, après, c'est l'explosion. Et puis c'est des personnes que j'ai après moi en thérapie de couple ou en seul. Ouais. Et du coup, c'est hyper problématique. Ok. Et en fait, en tout cas pour moi. Je généralise pas sur les sexologues cliniciens, mais en tout cas pour moi, c'est ce que j'aime le plus, les différences de désir dans le couple, parce que c'est très complexe. C'est subtil. C'est hyper compliqué. Ça prend du temps. Moi, je leur dis dès le début. Je leur dis c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a pas mal d'étapes à avoir avant de se retrouver dans le lit avec son partenaire. Ouais, ok. Et ça peut prendre, ça peut prendre pas mal de temps. Je peux pas te dire exactement le temps parce que c'est pareil aussi, c'est en fonction du rythme de chacun. J'ai l'impression aussi que aller voir quelqu'un comme toi, un sexologue ou une sexologue, ça peut vraiment beaucoup aider, quoi. Mettre une tierce personne qui en plus a l'expertise et les connaissances, c'est un vrai, en fait, comme dans beaucoup de situations, quoi. Aller demander à quelqu'un d'éclairer la situation, ça peut au moins débloquer, quoi. Puis c'est personnalisé. Et ok. Parce qu'après, il y a plein de bouquins, il y a plein de podcasts. Enfin, moi, je trouve ça génial, qui dédramatise la sexualité et qui dit, t'as pas envie, c'est ok. Et oui, en fait, c'est clairement ok. Parce que plus tu te flagelles, plus tu dis, je suis pas normal, j'ai pas envie. Et plus tu restes dans cette bulle négative. Ouais. Et tu peux pas t'en sortir si t'es, oh là là, mais la catastrophe, j'ai honte, puis je peux pas en parler, et puis je suis pas normal, et puis. C'est normal. Ouais. Ça, t'es pas tout seul. Ouais. Ok. Et ça les aide aussi à dédramatiser les personnes qui viennent justement me voir, de dire ok, t'as pas envie, ok, très bien, t'as envie de quoi là déjà? Je voudrais bien un verre d'eau. Ok, bon, déjà tu sais à peu près ce dont t'as envie sur le moment présent. C'est bien. C'est travailler. Et puis est-ce qu'il y a des petits plaisirs déjà? Enfin, c'est la reconnexion à ses sens qui est hyper important, parce que du coup quand on a l'habitude du toujours le même un peu script sexuel, et limite on est dans notre tête à dire voilà, maintenant il va me prendre comme ça, et puis après oh là là, il faudra que je fasse la vaisselle, et puis je voulais finir mon film, me saoule, enfin j'exagère non, mais dans les clichés, mais je vois très bien. Ouais. C'est trop marrant. Ok. Comment justement, pour dans le pratico-pratique, comment tu débloques, ou comment tu peux aller voir ta partenaire? Une question qu'on m'a posée plusieurs fois, c'est comment tu peux débloquer ton partenaire qui aurait du mal à communiquer sur ce sujet, ou comment tu peux faire une demande sans le vexer, justement. Ou si tu dis, en fait, je veux qu'on aille chez le sexologue, comment tu fais ça face à une personne qui aime pas, quoi.
Oui, qui est anti-thérapeute. Non, par mais exemple, qui est bloqué sur le sexe ou sur la thérapie ou sur quoi que ce soit, tu vois, qui aime pas en parler. Exactement. Je pense que c'est, encore une fois, je caricature, mais ça, c'est masculin, quoi. Et même, mais comment tu peux le faire de façon saine et de façon positive, de dire, viens, on va chez le sexologue, c'est cool. Bonne question. Je sais pas, mais souvent, j'ai des personnes qui viennent seules. D'abord, me parler de leur couple, de la difficulté du ou de la partenaire, d'exprimer. Et le partenaire ou la partenaire qui n'est pas là est au courant. Et progressivement, on arrive à l'emmener en thérapie de couple. Ok. Progressivement. Trop stylé. Ouais. Avec les conseils, avec l'aide. Ouais. J'ai une dernière question avant de finir cette discussion qui est passionnante. Ouais. Est-ce que c'est normal, voire même sain, d'avoir des attirances pour d'autres personnes? Et j'ai même eu la question, voire même de penser à quelqu'un d'autre quand on fait l'amour. C'est le principe des fantasmes, hein, c'est que c'est très personnel. Il y en a que tu peux partager. Ouais. Après, il y en a d'autres parce que t'as pas envie, parce que c'est... Mais en fait... c'est souvent dans les débuts de relation où c'est l'autre qui t'excite. Alors, je dis pas qu'après, l'autre t'excite plus du tout, hein, mais t'as besoin des fois d'un petit truc supplémentaire. Et puis, ça peut être, je sais pas, une personne que t'as vue dans la rue, tu t'es dit, waouh, canon! Oh. ou la cérémonie d'ouverture des JO, tu te dis, oh, canon! Canon, la France. Trop stylé. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être qui te stimulent. Ouais. Et au final, franchement, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, c'est assez compliqué. Non, mais c'est pas inquiétant dans un couple ou de se dire, ouais, je suis avec cette personne, mais en fait, je pense à quelqu'un d'autre. C'est pas tu peux l'accepter et tu peux te vivre très, très bien. Ouais. Okay. Ouais. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est si au final, à chaque fois que tu as un rapport sexuel avec ta copine ou avec ton copain, tu penses toujours à la même personne et que ça fait 1 an et en plus c'est un de tes potes ou une de tes potes, là il y a peut-être des questions à se poser. Par contre, tu vois, c'est plus une question de fréquence. Mais si de temps en temps, je sais pas, mais enfin moi franchement ça me choque pas. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un conseil sur la sexualité, je crois que tu as pris des petites notes. Est-ce que tu as des trucs que tu as envie d'ajouter, de partager, je trouve, autour je regarde je regarde mes notes, mais en fait, ça sert à rien parce que je m'en suis pas du tout servi depuis le début. C'est pour ça. Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Avant de finir, est-ce que tu as envie de partager on a dit, globalement, il faut communiquer, Oui, dans l'idéal. Dans l'idéal, la clé, c'est la communication, c'est la connaissance de soi, de l'autre, c'est de rester, tu l'as dit plusieurs fois, en fait, dans une vision positive du truc et de ne pas flageller, de ne pas dire, toi, t'es pas normal et tout ça. Donc là, on a quand même pas mal de clés pour une sexualité, je dirais, épanouie. T'as dit aussi qu'il y a plein de scripts et plein de types de sexualité, en fait, et qu'il faut pas rester dans le truc classique, prélit, pénétration, orgasme, mais c'est fini. Oui. Est-ce que t'as envie de partager d'autres choses, d'autres sujets qui, toi, te semblent importants? Que t'aurais aimé qu'on partage au couple? Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup sur le corps, la problématique des corps. Alors déjà, la pornographie a ses effets là-dessus. Et puis, tu vois, la société avec les corps parfaits, les corps musclés, les corps sans cellulite, sans gras, toutes les retouches faites dans les magazines. Moi, ça me dépite. Là, je prenais l'heure tous les matins, et tous les matins, je voyais une meuf parfaite, sans rien tout retoucher. Je me dis, si j'ai 15 ans et que je suis jeune fille et que tous les jours je passe devant elle, le soir, je me regarde dans le miroir et je pleure, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est un truc dans la tête. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais j'ai vu ça tous les matins pendant 6 mois. Je me disais, comment est-ce qu'on l'autorise à mettre ça, quoi? Enfin, et je voyais des jeunes filles qui passaient, je me dis, enfin, tu sais, pareil pour les mecs, quoi. On va clairement. Je serais m'asseoir en élève, on me dira, bon, qu'est-ce que c'est que ce corps qu'on m'a donné? Super, merci. Et puis, c'est plutôt, plutôt l'accepter. Enfin, c'est plutôt se dire, en fait, j'ai des défauts comme t'as des défauts, comme Martine a des défauts, comme Michel a des défauts, comme Pompier a des défauts, enfin, comme
tout le monde finalement. Et c'est beau aussi. Et c'est ça aussi qui fait notre richesse, je trouve. Ok. Donc sur un travail à faire sur soi et sur son corps, peut-être à conscientiser le fait qu'on on peut mal se regarder. C'est prendre conscience déjà qu'on a un corps. C'est important. Et d'être bienveillant avec son corps, oui. Parce que je suis pas sûre qu'on le fasse beaucoup. Moi, j'ai mis du temps, hein. Pour ça que je dis ça, mais de prendre conscience que j'ai un corps et d'en prendre soin, je trouve que c'est assez essentiel dans ta vie en général et puis dans ta vie sexuelle aussi. Ok. Parce que de maltraiter son corps, et ben du coup, dans ta sexualité, c'est aussi la catastrophe. Et c'est ça qui peut entraîner aussi des blocages plus tard, parce que tu as accepté des choses qui ne te plaisaient pas, qui te correspondaient pas, ou tu te dis ouais, je m'en fous, je me dissocie mon corps de ma tête. Je le fais parce qu'il a l'air d'être content ou elle a l'air d'être contente. Mais au final, moi, je préférerais pas faire ça. Et au final, on rentre pareil dans un engrenage hyper négatif de l'utilisation de son corps à des fins malsaines. Ah, ok. C'est pas du don conscient, c'est du ok, vas-y, fonce. Oui. Je me laisse faire un peu. Et aussi un deuxième, c'est que ça, c'est un truc aussi qui est hyper compliqué, c'est dur mais même pour moi, hein, c'est hyper dur de faire rentrer ça dans nos têtes, c'est que la fin de la sexualité, c'est pas forcément l'éjaculation masculine. C'est que ça peut être j'ai envie de faire pipi. Oui. Ou j'en ai marre, en fait. Tu vois, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu t'arrêtes pas parce que t'as gagné. Des fois, t'arrêtes parce que il faut que j'y aille. Et puis parce que j'en ai marre, parce que j'ai soif, parce que... Ok, c'est stylé ça. Ouais. C'est très intéressant. Et c'est pareil aussi quand tu manges, tu finis pas toujours avec un dessert non plus. Ouais, ok. J'ai une question un peu sur ça que je t'ai pas posée parce qu'on n'a pas le temps, mais justement cette pression de l'orgasme, en fait, ce que tu dis, c'est que si tu peux t'arrêter, voilà, faut que j'y aille, let's go, c'est marrant. Et puis c'est pas mal. C'est lié au script en plus, c'est ce que tu dis, ça change aussi le script. Et puis c'est pas mal parce que il y a un peu ce truc frustration, mais en même temps il y a un truc d'excitation aussi de se dire on pourra reprendre demain ou dans 5 heures et puis c'est le côté jouissif d'un truc un peu inachevé, rigolo quoi. Trop marrant. Ouais. Je creuserai l'histoire des scripts sexuels pour m'inspirer un peu, pour être créatif. Bon, merci beaucoup, Jade. De rien. Merci à toi, Clément, pour ta confiance. C'était une belle conversation. Ouais. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment 1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!